Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adback, avec pour partenaire média CB News, Redcard et pour partenaire opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. L'adblocking, la riposte technologique de l'utilisateur face au programmatique. Depuis plus de 5 ans maintenant, une technologie entre les mains des utilisateurs du web a fait son apparition. Cette technologie est une solution qui permet aux utilisateurs de supprimer les publicités sur leur écran. L'adblock. Le phénomène de l'adblocking est un péril mortel pour bon nombre d'acteurs médias digitaux. Pourquoi cet engouement de la part des utilisateurs pour les adblocks? Quelles sont les solutions existantes pour les médias afin d'y faire face? Est-ce simplement un problème d'éditeur? Quelles menaces pour les annonceurs et les acheteurs médias dans leur ensemble? Pour en discuter, Eric Gellers de Programmatic Marketing, Vincent Montet de MBA Digital Marketing and Business, Emmanuel Brunet de Lerian Technologies, Antoine Ferrier d'Adback. Bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème ou plutôt d'une solution, tout dépend où on se trouve. Une solution pour les utilisateurs, mais un vrai problème pour l'ensemble de l'écosystème publicitaire, à savoir l'adblocking. Tout d'abord, messieurs, je vous remercie d'être ici. Et d'abord pour parler d'un sujet qui est parfois un peu tabou, on le verra à travers les questions que je vous poserai tout à l'heure, mais qui est un vrai cataclysme, une sorte de tsunami potentiel pour l'ensemble de l'écosystème publicitaire, ou pas, parce que certainement des solutions existent. Ma première question, c'est pourquoi cet engouement pour les logiciels d'adblocking de la part des utilisateurs Internet, d'après vous? Vincent. Historiquement, on sait que c'est la population moins de 25 ans qui a lancé le mouvement. Et peut-être qu'à titre d'observateur de cette population, on peut comprendre deux insights. Le premier, ils vont pas naviguer sur les sites du Figaro, du Monde ou de Libération, sur les éditeurs premium. Leur premier usage, ça a été les sites de vidéo streaming. Donc des sites d'usage presque illégal. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est là, finalement, où les formats publicitaires nombreux et variés, intrusifs et anti-UX sont apparus, et parfois avec des annonceurs même premium, hein. Ce n'était pas que la longue traîne du marché, ça a été tout le travail du CPA d'ailleurs de nettoyer ce western, mais c'est là, dans cet usage illégal, qu'ils ont commencé à adopter les adblockers, finalement pour bloquer les pubs légales. Donc c'est étonnant, et puis il fallait réfléchir en tant qu'annonceur pourquoi on était là. Et l'autre voie, c'est notamment le retargeting, qui, quand il est très bien fait et judicieux, a des belles performances. Quand le capping est mal géré et que 17 fois on me repropose la même chaussure que j'ai achetée ou pas achetée, mais ça y est, j'ai compris, là, on est tous responsables, hein, annonceurs, éditeurs et puis intermédiaires et techniciens, d'avoir finalement pensé que le marché allait tout accepter à tout moment. Et donc, comme d'habitude dans l'histoire d'Internet, c'est bien les usagers qui trouvent une solution pour changer le marché, et c'est sans doute à nous de nous adapter. Merci Vincent. Emmanuel. Pas grand-chose à ajouter. Je pense que le phénomène site de streaming appliqué à la population 18-25, je pense que c'est vraiment le phénomène qui a lancé. Typiquement sur ce genre de site, on ne peut pas surfer correctement sans un adblock. Et en plus, il y a de plus en plus de codes malveillants, parce qu'il y a des espaces premium, il y a aussi des espaces dégradés qui vont servir des campagnes qui, dans certains cas, peuvent être dangereuses. Enfin, il y a certains scandales de capture de data. Donc, c'est limite on va dire une mesure de sécurité pour l'utilisateur sur des sites, on va dire, borderline. Donc là, c'est clairement nécessaire. Donc oui, je suis d'accord avec Vincent. Merci Emmanuel. Antoine, ton avis? Oui, effectivement, sur les formats intrusifs, il y a eu vraiment une vague justement d'utilisateurs d'adblockers pour empêcher tout ce qui était site under à l'époque, pop-up, flash transparent, et puis nouveaux formats intrusifs, hein, puisque finalement il y a eu une pression publicitaire qui a été intense, alors aussi bien sur les sites de streaming, mais on peut citer également tous les sites pour adultes. Et puis bon, les sites premium, je suis d'accord avec toi Vincent, maintenant ils ont essayé de faire le ménage. On peut dire qu'il y a eu une première époque où c'était pas trop le ménage justement. Donc même si l'industrie s'est un peu rétablie sur ce niveau-là et a essayé justement d'apaiser, au final le mal était fait.
Et donc, il y a toujours un internaute sur 3 en France qui utilise un adblocker. Ça se développe également sur mobile. Et il y a effectivement une utilisation anti-tracking de plus en plus forte, qui est notamment due aux différents scandales qu'il y a eu ces dernières années, aussi bien sur Facebook ou sur d'autres niveaux, pour justement arrêter tout ce qui est tracking sur Internet. Merci Antoine. Eric, tes observations? Oui, alors pour rebondir Antoine sur ce que tu as dit par rapport au site premium, c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, les adblockers ont explosé et c'était le moment où le programmatique explosait aussi. Et notamment des grands éditeurs, alors pour parler des moins jeunes, les grands éditeurs se sont dit que plus ils mettaient de SSP sur leur site, plus ils allaient toucher des poches de revenus différentes. Bon, ce qui était faux bien sûr, non, c'est pas. Mais des grands sites médias comme Le Monde ou Le Figaro se retrouvaient, alors c'est il y a 4 ans, donc c'est bien assez longtemps, mais pas très longtemps en même temps, se retrouvaient sur leur page d'accueil avec entre 50 et 70 tags. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais pour charger 70 tags, alors ils ne se chargent pas tous déjà, hein, c'est sûr, et en plus de ça, il y a des formats intrusifs. Donc le chargement des pages était très lent à cause de la cinquantaine de tags, et en plus si tu rajoutes là un interstitiel énorme en vidéo super lourd, bon, c'est la mort. Et donc même, je sens même des utilisateurs plus mûrs, enfin, justement moins connectés, voyaient un problème sur leur site de prédilection. Donc même eux qui ont commencé à peut-être à parler à leurs enfants en disant mais qu'est-ce qui se passe, et justement c'est leurs enfants qui ont fait l'arco, etc. Mais donc merci pour ce point et sur justement cet engouement. Après, maintenant qu'on a fait le constat de l'engouement, c'est quoi les solutions à la disposition des éditeurs de sites pour résister à ce phénomène qui est quand même synonyme de perte de revenus? Donc Antoine, je te pose en premier la question puisque justement tu apportes une solution logicielle et ensuite j'aimerais bien avoir vos observations par rapport à cette solution logicielle, mais il y en a certainement d'autres qui existent et ce serait intéressant d'avoir vos avis. Donc Antoine. Alors nous, chez Adback, en fait, on fait justement tout ce qui est monétisation et contournement intelligent de l'audience Adblock. C'est-à-dire qu'on va mettre différents profils sur cette audience-là et en fonction de ces profils-là, on va pouvoir contourner en fait l'adblocker pour diffuser des formats justement non intrusifs et très respectueux de l'usage de l'utilisateur. Genre native advertising? Native advertising, mais format IAB traditionnel, mais pas de. On a un indice en fait de pression publicitaire qui permet justement de voir exactement en fait le pourcentage de publicité par rapport au contenu, et donc de diffuser toujours un pourcentage bien inférieur au contenu pour faire en sorte que le contenu soit le plus visible. Et après, effectivement, il y a tout un ensemble de solutions qui existent sur le marché, que ça soit de bloquer l'utilisateur, d'avoir des solutions payantes directement, et puis également de pouvoir justement whitelister en fait son network en payant AdBlock Plus. Donc ça, c'est encore d'autres solutions qui existent, mais qui ne sont pas forcément positives pour l'annonceur. Merci Antoine. De ton côté, Eric? Oui, non, mais quelles sont les solutions que tu as pu voir pour aider les éditeurs à contrer ce phénomène? Il y avait la solution très simple qui était de rétablir les publicités. Je pense à des sociétés. Enfin, un adblocker permettait justement à un éditeur de rediffuser ses publicités, même si l'utilisateur en face en avait un adblock, donc de rétablir. Donc ça, c'est vrai que l'approche d'Adback est un peu plus fine, parce que si vous avez un utilisateur qui a un adblocker, c'est pas pour rien. Tu penses à AdBlock Plus dans la solution précédente quand tu dis qu'un adblock permettait à l'éditeur? Oui, alors il peut y avoir AdBlock Plus. Il peut y avoir, je pense, alors je suis moins sûr de moi, mais des sociétés comme Secret Media, voilà, qui sont vraiment une réponse en disant vous allez retrouver votre inventaire publicitaire. Point. Mais côté éditeur, c'est super, parce qu'il a perdu de l'inventaire, il le retrouve. Côté utilisateur, bon, ils sont pas, enfin voilà quoi. Tous, voilà, il se rend bien compte que son adblock fonctionne plus, donc soit il en prend un autre, soit il appuie sur le site. Et donc voilà, et il y avait des approches justement de certains éditeurs dont Figaro avait eu, qui étaient plutôt de dégrader le confort de lecture. En expliquant que justement, vous avez un adblocker, donc vous pouvez lire l'article, mais alors il est en très gros ou un peu flouté, donc c'est pas super confortable. Donc s'il vous plaît, désactivez votre adblocker pour le Figaro, pour retrouver un confort de lecture normal. Voilà, je pense que ce sont des approches entre celle d'Adback et celle du Figaro qui sont plus rationnelles. Et un utilisateur qui a mis un adblocker, il faut le prendre en compte, quoi. Il faut le prendre en compte, il faut avoir une réponse adaptée, il ne faut pas juste avoir une solution qui remette la pub. Ça va pas marcher, quoi. Merci Eric. Vincent, ton avis? Je ne vais pas rentrer dans le détail des solutions, vous êtes beaucoup plus expert que moi, mais j'ai plus une vision macro sur un marché qui, je le rappelle, est le premier levier d'investissement publicitaire.
Et sur 50% de la population, on va toucher une personne sur deux. Donc on marche un peu sur la tête. On peut avoir un point de vue des éditeurs. Il y a quand même des organisations du marché historiques, le SRI, l'IAB, le CPA, qui sont là, normalement, pour réguler, interroger le marché. On ne peut pas dire, et en France et à l'international, qu'ils aient pris ce bâton de manière intense, honnête et sincère. On sent bien que c'est compliqué pour tout le monde. Et on voit en effet que la réponse, c'est réinventer des formats publicitaires, dans la créativité. On parlait de native advertising, mais on est de plus en plus dans le contenu. On voit ce qui se passe sur les influenceurs et les budgets qui se transfèrent. Et donc, mais on va recréer des formats intrusifs, même dans ce travail sur les influenceurs. Donc, c'est un problème industriel. Ce n'est pas qu'un problème technique. Et je crois qu'il faut que tous les acteurs réfléchissent et suivent l'utilisateur. Parce qu'encore une fois, c'est l'utilisateur qui porte le marché et nous dit ce qu'il faudrait faire. Merci Vincent. Emmanuel? Alors moi j'ai un point technique, parce qu'on a parlé de payer les adblockers, clairement ça a prouvé que ça ne fonctionne pas, sachant qu'on peut payer certains adblockers, notamment AdBlock Plus, et on voit que les adblockers qui ont une part de marché en augmentation, c'est plutôt des uBlock Origin ou des versions hardcore, parce qu'effectivement les utilisateurs ont bien compris qu'il y avait une forme de compromission de certains adblocks et shift vers ceux qui fournissent réellement un service d'adblock. Donc de toute façon je pense que contourner durablement, techniquement, en dealant avec les adblocks à l'insu de l'internaute, pour arriver à diffuser, ce n'est pas la solution. Et je vais aller dans le même sens que Vincent et même peut-être aller un peu plus loin. Je pense qu'il y a un sujet, entre guillemets, sociétal ou de modèle économique à expliquer au grand public, avec une question qui est est-ce que vous voulez un Internet gratuit financé par la publicité ou est-ce que vous voulez un Internet payant et payer le contenu? Donc c'est ça le vrai sujet. Voulez-vous avoir 15 Netflix? Voilà. Non, mais est-ce que vous voulez payer chaque média et typiquement, moi j'ai tendance à payer, donc je paye l'équipe, je paye le Parisien, etc. C'est pas forcément la volonté de tout le monde. Il y a des approches assez didactiques que j'aime bien. Il y a des approches très soft qui disent vous avez un adblock, nous on est éditeur, on vit de la pub. Soyez sympa, désactivez si vous appréciez notre contenu. Puis il y a des approches un peu plus, les premiers c'était les Allemands, à dire bon, vous avez un adblock, donc maintenant soit vous le virez, soit vous passez à la caisse. Mais je pense qu'il faut qu'on ait un discours vis-à-vis du grand public, parce qu'à mon avis, la solution c'est de faire comprendre aux internautes quel est le modèle économique de l'Internet et qu'initialement l'Internet a été pensé par un financement par la publicité. Donc si on refuse la publicité, ça veut dire qu'il faut qu'on repense ensemble un mode de financement du net. Je vais poser une question de néophyte. Je n'ai pas d'adblock. Oui, je respecte le marché. J'ai une question. Je sais, je fais le faillot. Est-ce que, en tant qu'utilisateur d'adblock, je peux faire une sorte de whitelisting pour dire ce site-là, il ne faut pas bloquer la pub, etc. Ça existe, ça? Oui. Ou tous le font? Alors, peut-être rapidement, comment les adblocks, il y a plusieurs adblocks et les adblocks reposent sur des listes. On peut prendre des listes du marché qui ont été réalisées, les fameuses Easy List, Easy Privacy. On peut prendre des listes qui ont été réalisées par d'autres internautes et on peut faire ses propres listes. D'accord. Et ensuite, dans l'utilisation de la majeure partie des adblocks, on peut choisir de débloquer un appel d'un intervenant quelconque de manière temporaire ou de manière définitive. Donc l'internaute a vraiment la main et peut choisir d'autoriser le fonctionnement publicitaire sur un site donné. D'accord. Merci pour les infos. Le sujet de l'adblocking, justement, on en parlait énormément il y a 3-4 ans. Il y avait beaucoup d'initiatives. On en a parlé un petit peu. Et aujourd'hui, on a l'impression que les éditeurs, ils ont capitulé complètement. Qu'en pensez-vous? Qui veut prendre la parole là-dessus? Antoine. Donc en Parce que gros, tu les côtoies, justement. je les côtoie et puis en fait, on a été à l'initiative en fait de l'action collective des éditeurs il y a 3-4 ans justement. Avec le geste. Avec le geste pour intervenir et pour essayer justement d'éduquer le marché. Le point essentiel, et ça on revient sur le modèle économique et sur le contrat de lecture qui est imposé aux internautes, on leur a dit finalement vous avez accès à Internet de manière gratuite, mais on leur a pas expliqué que la gratuité était financée par la publicité. Maintenant, on leur a dit, finalement, soit il faut payer, soit il faut regarder la publicité. Mais avant, on ne les a pas éduqués du tout comme ça. Et pour leur proposer un tel choix, cela dépend complètement du type de contenu. On ne peut pas valoriser un contenu
avec des grands reporters, avec une équipe de journalistes très détaillée, comme on peut justement valoriser des lolcats et autres images de divertissement. Et donc on ne peut pas justement mettre les deux sur le même levier. Et donc c'est pour ça qu'une action collective a été faite, mais elle est compliquée à poursuivre. Et c'est pour ça que finalement, il y a plus d'actions individuelles qu'on entend beaucoup moins parler. Et puis finalement, quand on voit le nombre de clients qu'on a, qui est en constante augmentation, on s'aperçoit bien que justement, il y a bien une réaction de la part des éditeurs. Mais elle est discrète. Elle est discrète. Et donc, toi, tu gères cette discrétion. Exactement. D'accord. Merci Antoine. Eric. Alors, on a parlé des adblockers pure player, les adblocks, etc. Maintenant, le problème, c'est que les navigateurs intègrent des adblockers en natif. Eh oui. Et pour Firefox, il les active par défaut. Et pour Safari aussi, enfin par défaut. Safari, il y a un peu plus de nuances, mais quand même, l'adblocker de Safari s'appelle l'ITP, Internet Tracking Prevention. Super, genre c'est un adblocker de tracking et pas de publicité en tant que tel. C'est Ouais, même mais- un régulateur de tracking. Alors, C'est un régulateur ouais. de tracking en plus. Mais ça bloque leur targeting. L'ITP2 bloque leur targeting. Enfin, une partie du retargeting, mais quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec toi, mais ça ne bloque pas le format publicitaire en tant que tel. Non. C'est simplement pour bien distinguer en fait Ça bloque aussi la durée d'exploitation Ouais, des cookies. d'un cookie Des et d'un lien de cookies. tracking. Mais je suis d'accord avec toi que ça fait partie justement de l'intégration dans les navigateurs de tout un tas de blocking, aussi bien publicitaire que de tracking. Ouais, donc Firefox a une position d'ayatollah là-dessus. C'est-à-dire que le truc est activé par défaut. Alors, c'est le navigateur minoritaire, heureusement pour la pub. Enfin, je suis honnête, hein, c'est vrai. Ouais, mais Chrome arrive avec. Oui, mais Mais voilà, mais alors, ça va changer. Chrome arrive, oui, sauf pour ses formats à lui, sauf pour. Enfin, voilà. Donc, c'est jugé parti. Voilà, exact. Bah, de toute façon, Pour le coup, c'est le problème qu'on a avec des GAFA comme Google et Facebook. Mais enfin voilà, donc le problème il s'est complexifié. Et c'est vrai que pour un éditeur, même un gros éditeur, sur Firefox, qu'est-ce qu'il peut faire? À part redemander encore le plus gentiment possible à l'internaute d'aller dans ses paramètres Firefox. Bah, tu vois la complexité du truc, quoi. ah, mais on sait que monsieur et ni madame Michu le feront. Bah oui, puis ils vont pas comprendre le message déjà. Enfin, tu vois, Mm. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a enfin, sur Firefox, le combat il est un peu perdu. Sur Safari, c'est vrai que c'est différent. Sur Chrome, on va voir ce que ça va donner, mais il devient ardu le combat. Enfin, il devient dur, quoi. Merci Eric. Vincent. Peut-être l'enjeu sur le mobile, parce que là, on est très desktop, etc. Mais on sait bien que plus de 50% de l'audience, voire 80% pour certains éditeurs, c'est du mobile. Et là, il va falloir... Et puis ça va arriver. Hein. Tu parlais du Japon. Ouais, le Japon, je cite ce chiffre que Et j'ai puis les aperçu. quelques étudiants geeks que je vois, ils ont trouvé les adblocks Japon, mobiles. 98% des utilisateurs mobiles utilisent un logiciel d'adblock. Ah, un chiffre assez hallucinant. Moi, je me suis demandé s'il était vrai, mais a priori, il est vrai le chiffre. Il est vrai, et 40% au global sur la partie Asie du Sud-Est. Voilà. Mais et là c'est aussi intéressant, c'est pour d'autres raisons qui sont pas liées justement à l'intrusivité de la pub ou à la qualité publicitaire, mais à la data. Il faut savoir que la data coûte très cher dans ces pays-là. Et donc, pour économiser de la data et pour pouvoir accéder au contenu le plus rapidement possible, on installe un adblock. Ça permet d'économiser sur son abonnement et de pouvoir justement aller plus loin. Donc, il y a aussi d'autres raisons, mais ce qui est sûr, c'est que sur mobile, la vague, elle arrive. Nous, on la voit venir depuis un an où on était autour de 2-3% en 2017. Et en fin 2018, on arrive autour de 10% en moyenne sur web mobile, mais les bloqueurs sur application arrivent. Et Vincent, ça pousse merci Antoine. Ça pousse les écosystèmes propriétaires de type Facebook et WeChat, qui sont des web reconstruits, mais dans des formats leur propriétaires. écosystème. Et là, ça de blocking avant que ça vienne tout couvrir, bon courage. Et eux... Donc, vive les wall gardens, les fameux jardins clos dont on a parlé il y a un certain temps. c'est pour ça qu'on d'ailleurs. on est sur un incident industriel important Ouais, pour le marché. Il faut pas, c'est pas une anecdote. c'est clair. Mais l'usage justement, est- d'où est- cette question, pourquoi ce sentiment de capitulation? Mais tu disais que pas tant que ça, c'est un peu un sujet tabou, mais on le traite un petit peu comme une sorte de maladie honteuse en allant voir le médecin spécialiste en lui demandant des remèdes. Emmanuel. Oui, je pense pas qu'il y ait de capitulation. Par contre, je pense effectivement qu'il y a un tabou.
D'un autre côté, quand tu vas vendre je crois que tu as fait ce métier aussi comme moi il y a quelques années, quand tu vas vendre une campagne publicitaire et que tu commences par expliquer oui, mais alors il y a un problème d'adblock, on ne va pas toucher tout le monde, machin, tu t'es déjà tiré 2 balles dans le pied. Ouais. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je pense que personne sur le marché porte vraiment le discours. Après, il y a aussi, je pense que le phénomène des adblocks remet surtout en cause le fonctionnement technique de la manière dont on gère la publicité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un adblock, il bloque des URL ou des éléments d'URL dans certains contextes, c'est-à-dire qu'il bloque tout ce qui va passer par des ad serveurs, dans le cas du problématique, SSP, DSP, tutti quanti. Un adblock, à partir du moment où une publicité est, entre guillemets, je vais employer un terme à l'ancienne, mais publi-rédactionnel, intégré au contenu, structuré ou du placement de produits dans une vidéo, etc., l'adblock, il ne va pas bloquer ce genre de truc. Donc je pense que l'impact, et je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de formats de ce style qui émergent sur le marché. Pour moi, l'impact, ça va être une modification de la manière dont on va vendre de la publicité online et très certainement une imbrication plus forte entre le contenu et le message publicitaire, avec moins de pub au kilo et de la pub qui sera peut-être moins ciblée sur de la data et plus ciblée en adéquation de contenu. Ça va aussi peut-être contextuel. Contextuel. Donc on va certainement revenir à des métiers publicitaires, revaloriser la création. Et revaloriser la valeur communication. La valeur communication, mais aussi la qualité de la création publicitaire et le côté où on voit quand même de moins en moins de belles pubs. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on voyait, moi je me souviens dans les années 80, parce que je suis vieux, on voyait des pubs qui étaient sympas, il y avait des concepts publicitaires, il y avait des artistes qui faisaient de la créa. Et je crois que le rapport du grand public à la publicité était aussi différent. Là, on voit quand même sur Internet, c'est du kilo, c'est du packshot produit avec du prix. On ne sait pas ce qu'on a envie de voir quand on surfe, indépendamment de la logique publicitaire. Donc je pense qu'on va avoir plus de création, ça va valoriser la valeur de la création et de l'intégration contextuelle de la publicité. Puisque justement tu parles de création, ça me permet d'enchaîner sur la prochaine question qui est plus autour des acheteurs et des annonceurs donc qui sont les acheteurs de publicité via leurs agences notamment. Est-ce que l'adblocking est un problème uniquement pour les éditeurs ? Qu'en est-il des acheteurs ? Est-ce qu'ils s'en soucient et est-ce qu'ils auraient intérêt à s'en soucier ? Je pense qu'ils ne s'en soucient pas assez. Je pense qu'on est totalement... on oublie totalement dans la structure des plans médias aujourd'hui le fait que quand on ne peut pas couvrir une partie d'une cible, on va avoir une grosse distorsion sur la couverture sur cible et la manière dont on veut structurer le plan. Donc, si on cible des femmes de plus de 70 ans, ça ne va pas faire de sexisme, mais ça ne va pas poser trop de soucis. On cible un homme CSP+, 18-35, on a un vrai sujet et on a une partie de la cible qu'on ne couvrira pas avec les supports digitaux classiques. Ce qui pose un problème pour un certain nombre de secteurs d'activité qui axent leur communication sur une population jeune. Entertainment, jeux vidéo, population jeune, population très consommatrice de contenu en ligne. Clairement, il y a une grosse distorsion sur un plan média, d'où le besoin de prendre en compte cette absence de couverture sur une partie de la cible, d'identifier plus précisément la partie de la cible qui n'est pas couverte et de trouver des solutions alternatives pour retrouver une cohérence de plan média et une homogénéité de couverture d'une cible. Merci Emmanuel. Vincent ? Invitons à notre prochaine émission au l'UDA pour avoir... Merci, tu lances un appel. Voilà, pour avoir leur point de vue. Jean-Luc Chétrit, si tu nous écoutes, ensuite, tu es le bienvenu. Ensuite, on ne va pas jeter la pierre à des annonceurs quand on est passé sur un modèle publicitaire média offline ultra simple à... entre 4 et 10 leviers différents sur une campagne. Donc pour l'annonceur, d'abord comprendre tout ça, ça fait 10 ans que ça dure, qu'il est toujours en apprentissage et en pédagogie. Et puis je rappelle que 70% des budgets, c'est Google et Facebook. Donc on parle de 30% du marché en termes d'investissement. Si on prend beaucoup d'emplois quand même. Oui, c'est beaucoup d'emplois, absolument. Mais les adblockers touchent aussi Google. Oui. Et touchent Facebook aussi, donc du coup... Oui, mais pas dans tout l'écosystème de ces deux acteurs. Les redirections de liens sponsorisés, ouais, la plupart les redirections, elles sont bloquées, c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Les redirections de campagne, etc., sont quand même bloquées. Enfin, donc, certes, je pense qu'ils sont moins touchés, et en plus avec
leur identifiant unique et ça permet justement de pouvoir retoucher les utilisateurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils auront plus de potentiel de se réorienter C'est sûr. qu'un média classique C'est qui, lui, n'a pas les technologies et n'est pas partie prenante de l'écosystème. Le potentiel de darwinisme et d'adaptation Digital. donc, des GAFA est quand même plus fort que si je m'appelle, je ne vais pas citer le nom, mais si je suis un média digital, quoi. Et c'est vrai que ces 30%, c'est toute l'industrie française, c'est des emplois, c'est la créativité technologique, et on est loin d'être en retard en plus dans le programmatique en France. Donc la preuve, ton émission. Maintenant, encore une fois, l'annonceur, son agence ne fait pas souvent acte de pédagogie non plus. Quand il en a qu'une, quand il en a plusieurs, les discours, voilà, c'est un monde de plus en plus complexe. Et c'est vrai, encore une fois, je trouve que c'est le rôle des associations que de venir faire acte de pédagogie, expliquer pour que le marché s'autorégule. Merci Vincent. Non, Eric. Effectivement, je pense que côté agence annonceur, le point n'est pas pris à bras le corps, pour être tout à fait transparent, parce qu'il y a peut-être un manque de solutions. Enfin, en tout cas, peut-être qu'ils n'ont pas de solutions concrètes, fiables et déployables à appliquer à l'instant T. En même temps, on parlait des DMP tout à l'heure ensemble. Un utilisateur qui a un adblocker, il y a moyen de flaguer dans ta DMP cette info comme un event. Et donc, se dire qu'on est limité en termes de display, peut-être de search, etc., et peut-être de jouer sur des leviers email ou d'autres leviers. Donc, s'il bloque tout le display, forcément, et la vidéo, etc., alors bon, ça sera bloqué. Mais par contre, il y a d'autres leviers activables, et c'est vrai que certains utilisateurs, il faut peut-être mieux les travailler en email, enfin voilà, quoi, c'est comme des solutions, quoi. Et là, tu touches Merci, un Eric point Antoine. qui est très fort, justement, sur le côté adblocker, qu'on n'a pas trop parlé côté agence annonceur, c'est justement tout le côté tracking qui est interrompu. C'est-à-dire que finalement, au-delà de la publicité qui est bloquée, il y a tout un panel de tracking qui est bloqué. Une partie des DMP du marché sont bloqués, il faut le savoir. La plupart des... Un nouveau thème. Il y a une Ce sera partie... la DMP bloquée. Non, mais les DMP first party directement, dont je ne citerai pas le nom ici, ne sont pas bloqués, mais quand même, une grosse partie des DMP du marché sont bloqués. Toutes les DMP qui sont dans les tag managers sont également bloqués. Il faut savoir qu'une partie des analytics également, les Google Analytics, AT Internet, etc., sont bloqués sur 15% des internautes en moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des visiteurs totalement fantômes. Alors, donc je ne là, peux pas savoir au Japon comment ça se passe. petite alors. révélation pour les médias, mais au final, pour les médias, ils n'ont pas 100 visiteurs, ils en ont 115 en moyenne. Ok. Bien sûr. Ah oui, donc c'est un peu l'arbre qui cache une énorme forêt derrière. Donc au-delà de la compréhension, de la créativité, du retour justement, de toucher un reach complémentaire sur les adblockers, il y a aussi une connaissance en fait de cette audience-là qui est complètement atténuée, complètement méconnue. Alors, par l'ensemble des acteurs, mais particulièrement par les agences et les annonceurs, évidemment. Donc en gros, agence annonceur, participez au combat, quoi. Ne soyez pas juste des spectateurs, parce que c'est votre tour la prochaine fois. Via notamment cette notion que je ne connaissais pas, le fait qu'un certain nombre d'outils centraux pour justement la qualification d'audience comme les DMP sont également impactés par ce type de phénomène qu'est l'adblocking. Mais il y a un point important que soulevait Antoine, c'est que des tag managers, y compris les produits leaders les plus utilisés sur le marché, sont adbloqués sur une bonne partie de l'audience. D'accord. Donc, ce qui signifie que, typiquement, quand vous installez une technologie type DMP, Analytics Attribution ou autre, qui, elle, n'est pas adbloquée parce qu'elle utilise le nom de domaine de l'annonceur et qu'elle gère les choses intelligemment, vous la mettez dans un tag manager, vous allez la bloquer. Mais vous allez aussi mettre un outil de personnalisation ou un outil d'A/B testing qui, lui, généralement, n'est pas dans les adblocks puisqu'il ne diffuse rien en publicitaire, il n'est pas visible et on peut dire qu'il représente, son action n'est pas perçue par le consommateur, donc il ne va pas forcément vouloir le bloquer. Si vous le mettez dans un tag manager, il va être bloqué. Ouais, je comprends pourquoi c'est tabou alors. Donc, quand tu commences à tirer un peu le truc, et c'est en fait assez technique, parce que pour comprendre ce qui est bloqué et ce qui n'est pas bloqué, il faut aller regarder dans les listes des adblocks, voir quels sont les appels, donc les URL d'appel, les éléments d'URL et nom de domaine, qui sont intégrés dans les listes. Donc, il faut prendre sa liste de prestataires, regarder ce qui est dans les listes, et regarder ensuite dans les listes dans quel contexte c'est bloqué. D'accord.
Donc tout ça n'est pas forcément simple et on va dire que ne pas faire ce travail, c'est quand même vachement plus confortable. Ok, sauf que ça veut dire que c'est un emploi en plus. Après le data scientist, il va y avoir l'ad blocking scientist. Blague à part, oui. en fait, c'est pas si joke que ça, parce qu'on voit, nous, chez certains de nos J'étais clients... sérieux. Donc tu as raison d'être sérieux, parce qu'on voit des jobs se créer, des postes dont le nom n'est pas encore tellement déterminé, mais qui ont pour mission de contrôler la consistance de la donnée et l'utilisation de la donnée en interne et en externe chez un annonceur. Et je pense que ce type de poste va se développer parce que quand on perd 30% chez l'un, 15% avec une autre techno, que la techno d'à côté perd rien, il faut tout mettre bout à bout pour savoir comment on optimise c'est la les pertinence des conclusions marketing qui s'en ressent quand même. Clairement. Parce qu'on ne peut plus parler de représentativité de la population française, par exemple. Puis alors, si tu cherches à calculer l'uplift, dans ce cas-là, à savoir que tu as 15-30% d'audience qui est fantôme, là, le calcul de l'uplift, il devient impossible. Alors, dans ce cas-là, Emmanuel, il faut mettre les tags en dur. Enfin, ou alors, tu utilises un adblock, un tag manager qui n'est pas adblocké. Pour l'instant. Non, parce qu'en fait, l'adblock, ça a deux solutions. Soit c'est un nom de domaine central qui va être directement adbloqué, soit, et entre autres, parce qu'il va le nom de domaine va aussi être utilisé pour diffuser autre chose qui fait qu'il y a une raison au moment donné qu'il soit bloqué. Soit tu utilises ton nom de domaine en tant qu'annonceur, une technologie qui va être capable d'exploiter ton nom de domaine, et tu n'utilises ce nom de domaine-là que pour faire ton tag management sur ton site. D'accord. Okay. On termine avec Antoine, tu voulais dire quelque chose sur ce dernier point et on terminera là-dessus. C'était sur le côté justement first party et third party. Effectivement, la plupart maintenant des technologies se dirigent vers des technologies first party. C'est pour ça que nous, on fait du header bidding first party server-side et qui permet justement d'avoir une gestion au nom de l'éditeur de la diffusion publicitaire. Et bien sur ce, messieurs, merci parce que vous nous avez éclairé sur ce qu'était l'adblock, l'adblocking, mais également les enjeux qui ne sont pas simplement des enjeux d'affichage publicitaire, mais également des enjeux sur la pertinence des datas qui sont exploitées, datas qui sont aujourd'hui au cœur des stratégies de communication et d'achat du digital. Donc merci beaucoup, messieurs, et je vous dis à très bientôt. Merci. Michel. Ainsi s'achève ce débat autour du phénomène de l'adblocking. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le phénomène de l'adblocking n'est pas qu'un obstacle à la diffusion de formats publicitaires, mais également un frein à l'usage de la data marketing dans son ensemble. 2. Les éditeurs ne sont pas les seuls impactés par l'adblocking, les acheteurs médias et les annonceurs le sont également. Et ce, en raison de la perte immense d'un certain nombre de segments de population, comme les 15-34 ans. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adback pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias, CB News et Redcard, et notre partenaire opérationnel, Smile Wanted. Merci enfin à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.